anciennes, mais j'ai quand même l'impression que ce qui concerne les langues anciennes, ce qui frappe les langues anciennes, c'est quelque chose qui va frapper l'enseignement d'une manière plus générale. Donc j'espère que ce que je vais expliquer vous convaincra de cela. J'ai intitulé ma communication « Réformer sans humanité ». Alors évidemment, il y avait une part d'humour là-dedans, un peu humour noir. Réformer sans humanité, parce que c'est ce que nous subissons, nous les professeurs de lettres classiques, mais une réforme sans humanité. Pourquoi? Parce qu'elle a été brutale. Brutale parce qu'elle n'a pas été dite. On a supprimé les options de lettres classiques, enfin les options de langues anciennes, le latin et le grec, sans le dire. Vous pouvez chercher le dossier de présentation de la réforme du collège, nulle part il n'est noté que les options sont supprimées. Les journalistes eux-mêmes n'y ont vu que du feu. Il a fallu que des professeurs se penchent, s'interrogent et commencent à s'activer pour que finalement le ministère fasse en quelque sorte marche arrière. De la même manière, finalement, la suppression du CAPES de lettres classiques, vous voyez, on peut revenir en arrière. De la même manière, la transformation insidieuse des modalités du CAPES de lettres classiques, avec la démission du jury, je crois que c'était en 2011. De la même manière, si je continue à remonter, la transformation des options de latin et de grec ancien en langues et cultures de l'Antiquité. C'est très beau, ça a l'air d'être magnifique comme ça, mais on était en train, d'une certaine manière, de creuser notre propre tombe, puisque aujourd'hui, par exemple, l'EPI, langues et cultures de l'Antiquité, est présenté par la ministre comme la chance d'un enseignement à part entière, SIC. Donc, langues et cultures de l'Antiquité, c'est un enseignement à part entière, dans un EPI, évidemment, qui est pris sur l'horaire d'autres disciplines. On est vraiment dans une sorte de double pensée orwellienne. Et puis, je pourrais évidemment parler du fait que la loi de refondation qui préside l'actuelle réforme du collège, par exemple, ne mentionne nulle part les langues anciennes. C'est vraiment une décision unilatérale prise par le ministère, bien en amont, puisque par exemple aucun programme n'a été commandé, le programme de langues anciennes n'a été commandé au CSP, au Conseil supérieur des programmes. On s'en est rendu compte très vite, on a dû commander en urgence, devant la bronca des professeurs, des programmes qui ont été rédigés à la va-vite. Et puis évidemment, on ne reçoit pas l'intersyndicale. Vous voyez, la brutalité, elle est là, l'intersyndicale des enseignants. On ne reçoit qu'au compte-gouttes les associations. Les pétitionnaires, Avenir à l'Antigrec a lancé une pétition qui a été signée quand même par 48 000 personnes. Bon, ce n'est qu'une pétition. On a demandé à être reçu, à avoir une audience, même pour être reconduit, peu importe. On n'a eu aucune réponse. Elle est là, la brutalité. Et puis la brutalité, elle est évidemment dans les conséquences concrètes pour les collègues, alors que ce soit les collègues de langues anciennes ou les collègues de lettres modernes, dans effectivement maintenant des services partagés, des postes qui ont sauté, et puis évidemment pour les élèves. Alors ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis je rajouterai une communication très agressive, une communication très agressive à l'égard des professeurs. On a vu ce qu'il en était pour l'allemand. Pour les langues anciennes, c'est la même chose, accusation d'élitisme, accusation d'un enseignement ennuyeux, voire antidémocratique. On a entendu des choses qui sont d'une violence extrême pour les professeurs, dont c'est la vocation de transmettre cet héritage. Donc vous comprenez, voilà, réformer sans humanité, ça c'est actuellement ce qui se passe. Je m'intéresserai maintenant à un deuxième point qui serait le petit miracle des langues anciennes. Alors, parmi les arguments qu'on entend très souvent pour en quelque sorte dénigrer l'enseignement des langues anciennes, il y a la désaffection pour les langues anciennes. Et puis il y a aussi l'abandon progressif des élèves au cours de leur cursus de langues anciennes, entre la 5e et puis la terminale. C'est vrai, si on regarde les chiffres, le nombre d'élèves latinistes ou hellénistes a baissé régulièrement depuis à peu près 20 ans, on va dire. On est passé de 15% à 11%, ce sont les chiffres du ministère. Mais la vraie cause de cette désaffection, est-ce qu'on la regarde? Est-ce que c'est vraiment l'enseignement qui pose problème? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt, par exemple, les exigences peu à peu imposées aux professeurs, par exemple, d'effectifs minimum, qui ont été relevés? Est-ce que ce n'est pas l'obligation, par exemple, de faire des alignements pour les classes qui a engendré des horaires pénibles et donc dissuasifs pour les élèves au fur et à mesure de leur scolarité? Est-ce que ce ne sont pas, par exemple, le fait qu'il y a des établissements où il n'y a pas de professeur de latin? Donc ici, il n'y a pas de professeur de latin, effectivement, il n'y a pas de latin. Et ça, il y en a de plus en plus, puisque depuis 2011, 1 millier de professeurs de postes de lettres classiques n'ont pas été pourvus. Donc là, vous voyez, toutes ces causes-là, elles ne sont pas évoquées par le ministère quand il parle de la désaffection des langues anciennes. Et puis on pourrait parler de la déshérence plus générale de la série littéraire. C'est terrifiant quand on regarde les chiffres, je peux vous les donner. Depuis 1994, on est passé de 17% des élèves de terminale à 11%. Et inversement, la série scientifique, qui elle, est devenue prépondérante. Avec ce paradoxe aujourd'hui qu'en terminale, les 2 tiers des élèves qui sont latinistes ou hellénistes sont des élèves scientifiques.
Donc on est vraiment dans une sorte de paradoxe extraordinaire. Et puis, on peut peut-être avoir le courage de le dire, il y a un obstacle, ce sont des obstacles extérieurs à l'enseignement des langues anciennes, mais il y a aussi un obstacle que je qualifierais d'intérieur. Je dirais que les professeurs ont développé une sorte de complexe de leur propre discipline. Une discipline qui est optionnelle, il faut la rendre attractive, quoi. Il faut la rendre attrayante, il faut que les élèves aient envie de la pratiquer. Et donc on a assisté petit à petit, du fait de ce caractère optionnel qui n'est pas désiré, il faut quand même le rappeler au départ par les professeurs, à une transformation d'un enseignement qui serait moins linguistique. Moi j'appellerais ça arracher la langue. Vous voyez, on faisait du latin, on faisait du grec. Et maintenant on voulait faire des langues, des cultures de l'Antiquité, avec plein de S partout, plein de choses partout, mais finalement moins de contenu. Pour en faire un enseignement moins répétitif, avec cette haine récurrente des déclinaisons qui sont là pour caricaturer notre enseignement. Et puis un enseignement qui serait plus culturel, comme si la langue n'était pas culturelle. Quand on accède à la langue latine, moi je ne cesse de le dire à mes élèves, si on fait de la langue, on fait de la culture à tout bout de champ. Ont amené des élèves, donc je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, donc je vais la continuer comme je peux, mais disons que cette transformation a amené les collègues, en quelque sorte, à céder à des sirènes, en quelque sorte, qui sont celles de l'attractivité d'un enseignement qui serait plus ludique, qui serait moins exigeant, qui serait donc moins linguistique, qui serait plus numérique. J'ai vu une collègue qui expliquait gentiment qu'elle avait réussi à faire venir de nombreux élèves dans sa section latiniste en pratiquant Minecraft. Donc c'est un jeu virtuel où on prend des Lego virtuels et on fabrique des bâtiments romains. C'est certainement très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec l'enseignement du latin ou du grec ancien. Donc se féliciter de tels effectifs n'a, à mon sens, aucun intérêt. Et puis évidemment, les conséquences concrètes, c'est que les élèves se sont sentis peu à peu moins assurés dans leurs enseignements. Quand on a finalement perdu beaucoup de temps à faire des choses qui semblent accessoires, on est moins assuré et on se sent moins confiant et on abandonne davantage au fur et à mesure cet enseignement parce qu'on ne se sent pas capable d'affronter une phrase ou un texte latin. De même au lycée, le passage au lycée, souvent on nous dit, voilà, il y a quand même un tiers des élèves de 3e qui abandonnent le latin. C'est vrai, c'est un chiffre incontestable, et ça a toujours été, de toute façon, c'est pas vraiment nouveau, mais le phénomène s'est accru au moins parce qu'on a tout fait pour qu'ils arrêtent. On a créé des enseignements d'exploration en 2010 qui n'engagent à rien, qui ne sont pas évalués, qui vous préparent à un profil scientifique. Tous les élèves qui rentrent en seconde générale veulent faire enfin tous, presque tous, excusez-moi de généraliser, mais veulent faire entrer dans la série scientifique. Donc évidemment, les langues anciennes apparaissent comme une sorte de handicap, parce qu'il va falloir maintenir ça pendant 3 ans, c'est pas 1 an comme les enseignements d'exploration, et puis ça reste exigeant, donc les élèves en quelque sorte sont dissuadés. Puis moi je pense aussi à mes élèves de Sarcelles, quand j'étais à Sarcelles, la plupart de mes élèves allaient dans la voie professionnelle, c'était des petits latinistes, ils avaient le droit de faire du latin, ils avaient le droit d'accéder à ce trésor, et c'est pas parce qu'ils sont ensuite partis dans la voie professionnelle qu'on doit considérer qu'ils ont abandonné le latin. Vous voyez, quand on commence à réfléchir à ça, on se rend compte que ce chiffre, il a besoin d'être contextualisé. Donc je dirais, voilà, aujourd'hui, pour continuer, pour faire du latin, ça semble presque un miracle. Moi j'appelle ça un petit miracle, le miracle des langues anciennes. En 2016, on arrive encore à avoir, malgré les horaires tardifs, malgré toutes ces embûches qu'on a mis sur le chemin des langues anciennes, on arrive à avoir, au fond, j'ai les chiffres du ministère qui viennent de sortir, 1 demi-million d'élèves qui étudient les langues anciennes. 1 demi-million d'élèves, c'est une quantité extraordinaire. Donc on peut se demander comment ce petit miracle d'un demi-million d'élèves a pu être oublié, balayé par la première mouture de la réforme, qui supprimait tout simplement les options du collège, comme si ces élèves ne comptaient pas. Comment on a pu oser faire cette chose-là? Donc évidemment, le ministère n'a pas pu tenir, une fois que le mensonge gouvernemental a été démonté, ils sont revenus en arrière. Mais, vous comprenez, on essaie de faire croire que ce miracle n'existe pas. Au contraire, moi je trouve que c'est de l'ordre du miracle. On arrive à avoir ce demi-million d'élèves. Alors, comment on a fait pour faire en quelque sorte des humanités les ennemis de l'école? Parce que ça paraît ahurissant, mais c'est comme ça qu'on nous a présenté les humanités, qui jusqu'ici étaient au contraire associées vraiment de manière étroite à la question scolaire. Eh bien, on nous a présenté le latin, je vais citer ici Dominique Auger, les cahiers pédagogiques en 2013, comme une discipline altière qui vivait dans le mépris des autres. Je cite les cahiers pédagogiques. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut tenir de tels propos dans une revue pédagogique. On nous a, évidemment, on a cette idée terrible. Ce sont des langues anciennes. Comment des langues anciennes pourraient-elles permettre une forme de progrès? Ça semble aberrant, effectivement, aux yeux de gens progressistes très intelligents. Et l'idée, c'était donc de dénigrer ces langues anciennes,
imaginer l'ancien, le passé, enfin, toutes ces choses horribles, en accusant par exemple des filières. Là, je reprends un mot du président de la République. Le président de la République qui parle donc, de manière allusive, il est vrai, mais notamment du latin ou du grec, comme d'une filière qui permettrait par exemple de choisir sa classe, ou alors de choisir son collège, ou alors de choisir son lycée. Bref, de perpétuer une forme d'entre-soi. On nous a parlé d'options qui étaient réservées à quelques-uns, comme si finalement l'inscription en latin à la fin de la 6e, c'était un délit d'initié, que seuls quelques-uns savaient. Les autres ne savaient pas qu'il y avait du latin. Des choses comme ça, on a entendu ça, réservé, c'est vraiment le mot qu'a employé la ministre notamment. Et puis, on a même accusé finalement les défenseurs, comme moi par exemple, de langues anciennes, dans une sorte de mouvement de double pensée assez pervers, de défendre une option, donc c'est-à-dire de ne pas s'intéresser aux autres. Mais l'option, nous ne faisons que la subir. Donc nous essayons de recruter, nous les professeurs de lettres classiques, c'est notre combat quotidien, de recruter le plus possible d'élèves, et on a fait de nous au contraire des défenseurs de gens d'une discipline qui n'intéresserait personne d'autre, qu'on ne voudrait réserver qu'à quelques-uns. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, on a fait de nous des agents de la réaction. On a évidemment fait le procès du latin, mais ça c'est presque plus traditionnel si on regarde l'histoire du XXe siècle, comme une sorte de marqueur de la distinction sociale. Voilà, le latin, c'est l'école d'avant. Effectivement, c'était comme ça que l'école d'avant, mais c'était l'école d'il y a plus de 50 ans, était organisée. Bien entendu, c'est vrai que c'était un marqueur de la distinction sociale. Mais après tout, qui peuvent Virgile et Lucrèce, ils n'y peuvent rien. Si cette langue est devenue un marqueur, dans les années 50 par exemple, de la distinction sociale du collège bourgeois, effectivement des sections classiques qui n'étaient pas accessibles à tout le monde avant le collège unique, c'était effectivement le cas. Mais on ne vit plus dans le même monde. On vit dans un monde où, au contraire, avec ce demi-million de petits latinistes ou hellénistes, on a démocratisé vraiment les langues anciennes et on les a rendues accessibles à peu près partout. On a accusé cette discipline de reproduction sociale, l'idée que finalement elle serait réservée à des catégories sociales un peu privilégiées. Je me souviens du titre de Libération, qui avait déduit de manière extraordinaire du fait que 44% des enfants d'enseignants étaient latinistes, le fait que, je cite Libération, qui fait du latin au collège, avant tout les enfants de profs. Je vous laisse apprécier la logique du raisonnement. C'est terrifiant. C'est-à-dire, en gros, les professeurs se créent une sorte de filière, et ce n'est pas du tout le cas. Évidemment, je vais vous le montrer dans un instant. Puis des accusations plus prosaïques, comme celle, par exemple, de la Cour des comptes, qui accuse, par exemple, le latin ou le grec de gréver le budget du lycée. Voilà, le surcoût du lycée, ça serait les options. Alors, redisons les chiffres. Par exemple, sur cette histoire d'options, j'ai fait le calcul. Combien coûtent les hellénistes, combien coûtent les latinistes au lycée, et j'ai rapporté ce chiffre à l'ensemble du surcoût dont est accusé le lycée, c'est 0,5% du surcoût du lycée. 0,5%, c'est-à-dire presque rien. Et est-ce qu'on peut considérer comme un surcoût une option qu'on propose à des élèves volontaires? Moi, je ne le pense pas. Je ne vois pas ceci comme un surcoût, je vois ça comme un investissement à long terme. On nous dit que les latinistes sont dans des classes de latinistes. Non, ils sont dans des groupes de latinistes, des sections latinistes. Les chiffres existent, on peut les consulter. Il y a seulement 19% des établissements qui regroupent les élèves dans le moins de classes possible, les élèves latinistes. Donc en fait, la plupart des collèges, et c'est effectivement ce que confirme mon expérience personnelle, répartissent les élèves dans le plus de groupes possible. Alors c'est difficile, c'est compliqué, ça crée des alignements et donc des horaires qui deviennent dissuasifs pour les élèves. On nous dit il y a beaucoup d'élèves, ce ne sont que des bons élèves, les latinistes ce sont que des bons élèves. C'est faux, les chiffres indiquent que non, effectivement il y a beaucoup de bons élèves dans les latinistes, c'est vrai, parce qu'évidemment c'est en plus, par définition, ce sont des élèves qui peuvent faire plus. Mais il y a aussi des élèves en difficulté, moi j'en ai eu, et les chiffres sont confirmés par l'ADEPE, on vous donne même le chiffre suivant, 4% du premier décile des élèves les plus faibles sont latinistes. Donc il y en a très peu. On est d'accord, mais ils existent, ils ne sont pas, on ne les refuse pas, on les prend. Ils viennent, si ça les intéresse, s'ils veulent travailler, on les prend, on les accueille, on les reçoit. On nous dit que, évidemment, c'est réservé aux beaux quartiers, c'est faux, 93% des établissements d'éducation prioritaire proposent le latin. On nous dit que les latinistes appartiennent à des catégories sociales favorisées, c'est faux. La moitié des latinistes appartiennent aux deux catégories sociales les plus défavorisées. Donc vous voyez, quand on commence à regarder objectivement les chiffres, le latin qu'on est en train de nous dessiner, c'est une image, c'est une sorte d'épouvantail. Excusez-moi. Et puis,
toi j'en parle pas, excusez-moi. Et puis il y a des accusations un peu, comment dire, terribles de ségrégation. Voilà, le mot qui est revenu, hein, le latin crée de la ségrégation dans les établissements. Alors je réfléchis, je repense à mon expérience personnelle, où je repense par exemple à un lycée, un collège comme Évariste Galois de Nanterre, 64% de réussite au brevet. Est-ce que le problème du collège Évariste Galois à Nanterre, c'est le fait qu'il y ait des latinistes? Ça semble ahurissant. Et bien c'est pourtant ce que nous a dit cette réforme. Cette refondation de l'école, c'était tuer ce qui pouvait créer de la ségrégation, donc le latin et les sections bilingues. Alors qu'on ne mesure par contre pas dans quelle mesure elle contribue à donner un restant d'attractivité à ces établissements, bien entendu. Ça c'est quelque chose qui n'est jamais mesuré. Donc d'une manière générale, on accuse une sorte de ségrégation imaginaire avec des épouvantails, des fantômes comme ça, d'une école passée, ancienne, voire des souvenirs. Le concepteur principal des programmes de français, des nouveaux programmes de français, a convoqué ces vieux souvenirs, vous voyez, de maltraitance en latin, pour expliquer qu'évidemment le latin devait disparaître parce que lui en avait un mauvais souvenir. C'est terrifiant, enfin, c'est comment on peut penser comme ça, comment on peut avoir une pensée aussi subjective. Et puis, d'une certaine manière, en désignant des boucs émissaires, c'est la stratégie du bouc émissaire hein, qu'on retrouve, on voit derrière, cette stratégie, elle est bien utile pour une sorte de rationalisation sauvage, brutale. Hein, rappelons quand même qu'au départ, telle qu'elle était prévue cette réforme, elle devait occasionner la suppression d'environ 3 ou 4 000 postes de lettres classiques. Donc c'était 3 ou 4 000 postes d'un coup qui étaient rayés de la carte. Je ne parle même pas de l'allemand, etc., des sections européennes, je parle simplement des langues anciennes. Et joignant l'utile à l'agréable, qui a été converti en lettres modernes. Ça tombe bien, puisque ça fait depuis 2011 que les lettres modernes ou les lettres classiques sont déficitaires au concours. Donc ça c'était une bonne façon, en quelque sorte, de résoudre deux problèmes d'un seul coup. Et en même temps, on nous parlait des 4000 postes pour la réforme du collège. Il n'y a pas un seul journaliste qui a... Je n'ai pas vu un seul journaliste dire mais quelle est cette contradiction? Vous dites que vous annoncez des postes, mais en fait vous en supprimez. Vous faites un plan social, le moindre entreprise qui licencie 300 personnes, il y a un article dans la presse, et là, d'un seul coup, on raye de la carte 4000 postes. Alors évidemment, les professeurs ne sont pas renvoyés, hein, ils ne sont pas mis au chômage. Mais concrètement, c'est une économie terrible qui était prévue. Vous voyez une sorte d'idéologie libérale qui se vêt d'oripeaux, en quelque sorte progressiste, entre guillemets. Et puis, évidemment, derrière toutes ces mesures très agressives, il n'y a pas de réflexion sur ce que pourraient apporter, après tout, les langues anciennes à la refondation de l'école. Puisqu'on parlait tout à l'heure des parents, des professeurs, dont les enfants sont très souvent latinistes, à 44%. Si ce n'est pas une filière, c'est parce que les professeurs connaissent la chose scolaire, connaissent l'intérêt du latin ou du grec. Écoutons-les, puisqu'ils savent que c'est important, proposons-le le plus possible au plus grand nombre d'élèves. Donc voilà ce que je vous propose, moi, ce n'est pas de réformer sans humanité comme a fait Madame Vallaud-Belkacem, mais ses prédécesseurs de la même manière. Refondons avec les humanités. Alors pourquoi? Bon, parce qu'on sait déjà, il y a des gens qui pensent que ça ne sert à rien de faire du latin ou du grec au collège. Il y a M. Paul Venn, par exemple, qui nous explique que voilà, c'est un moignon, c'est le mot qu'il a utilisé. Lui-même en a bénéficié, tant mieux pour lui. Mais visiblement, les enfants d'aujourd'hui, ça ne le mériteraient pas. C'est un moignon pour les raisons aussi que je vous expliquais, hein, parce qu'on n'arrive plus à proposer un enseignement digne de ce nom. Voilà, les élèves se retrouvent avec un horaire faible, parfois dans des groupes. Moi, je sais que j'ai un double niveau en grec, on est dans des conditions d'enseignement qui sont compliquées du coup, et donc on n'arrive pas à faire un enseignement qui serait à la mesure des attentes des élèves et des nôtres. Je pense, moi, que cet enseignement mérite pas toute sa place dans le secondaire, je pense encore aujourd'hui. L'étude de l'ADEPE qui a été menée sur les cortèges de latinistes montre que finalement les latinistes réussissent mieux que les autres. Alors l'ADEPE a dit oui, mais bon, c'était peut-être des bons élèves au départ, certainement, mais l'ADEPE avait les moyens de calculer ça. Elle pouvait calculer si le latin avait un apport décisif ou pas. Elle avait tous les outils pour le faire. Elle ne l'a pas fait. Je vous laisse deviner pourquoi. Ça paraît très simple. Hein. Y a d'autres pays qui ont bien mesuré cet intérêt. Nous sommes un pays de langue romane, donc ça semble évident que pour nous le latin ce soit dans une tradition d'enseignement. Mais en Allemagne, on pratique le latin à une plus grande échelle que nous. On ne peut pas accuser les Allemands d'être des gens irresponsables, enfin je ne pense pas, ou alors je n'ai pas bien compris. Il doit y avoir à peu près 800 000 latinistes en Allemagne. Parce que là-bas, on a vraiment pensé en termes de cursus et en termes d'apport, on a mesuré tout ce qu'apportait le latin. Un autre exemple, la Finlande. La Finlande, le finnois n'a rien à voir avec les langues romanes. Et justement, les Finlandais ont parfaitement compris que entrer
pour entrer dans les langues européennes, la meilleure façon d'entrer dans les langues européennes, c'était justement de passer par le latin. Et que quand on maîtrisait le latin, on maîtrisait une grande partie du français, on maîtrisait une grande partie de l'anglais. Hein. Je vous rappelle que l'anglais, c'est quand même 65% de mots latins. Vous voyez le caractère interdisciplinaire, tiens, c'est intéressant, puisqu'on a au fond supprimé le latin, ou les langues anciennes, qui étaient les matières les plus interdisciplinaires possibles. Hein, les liens avec l'histoire, les liens avec la philosophie, les liens avec les sciences, les liens avec les arts, la littérature, les liens avec les langues. On ne peut pas faire plus interdisciplinaire que les langues anciennes. Et c'est au nom de l'interdisciplinarité qu'on les écrase. Ça semble ahurissant. Bon, alors moi, ce que je pense, c'est que, tout d'abord, évidemment, il y a une dimension, on va dire, utilitaire. Hein, il faut en parler quand même. Utiliser le latin, c'est évidemment éclairer notre propre langue. Pour les élèves, c'est très important, ils s'en rendent compte. Hein, ils aiment comprendre pourquoi un mot s'écrit de telle manière, pourquoi une phrase est construite de telle manière. Il y a une sorte de familiarité entre le latin et le français si grande qu'elle me semble nécessaire d'être incluse dans un enseignement secondaire. Et puis, évidemment, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudra aussi ne pas hésiter à dire que nous devons enseigner le latin et le grec pour eux-mêmes, parce qu'ils sont dignes d'intérêt. Il ne faut pas simplement réduire, parce que c'est de ça aussi qu'a souffert finalement le latin et le grec ancien, c'est d'être devenu des matières ancillaires. Hein. Voilà, on fait du latin pour faire du français, et que ça doit être au service des autres disciplines. Et l'EPI, LCA qu'on nous propose actuellement, est tout à fait dans cette logique. Bon, voilà, moi ce que je trouve formidable dans le latin ou le grec ancien, c'est que c'est une sorte d'héritage, mais c'est pas l'héritage comme le sang des Gaulois, c'est un héritage qui est, qui est accessible à tous, qui peut vous intéresser, que vos parents soient nés en Chine, que vos parents soient nés au Maghreb, que vos parents soient anglais, c'est un héritage qui nous intéresse tous. Lire Sophocle, lire Lucrèce, c'est un héritage que nous pouvons tous partager, qui peut faire res publica, qui peut faire République. Hein, donc je défends cet enseignement au nom de la République. Alors comment procéder? Puis j'ai presque fini, hein, c'est ma dernière partie. Parce qu'il faut s'interroger, comment faire? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour refonder une école avec les humanités? Alors d'abord, moi je propose quelque chose de radical. Cessons d'enseigner l'anglais en primaire. Enseignons le latin, faisons une initiation à tous les élèves. Ça semblerait beaucoup plus utile pour l'enseignement du français, puis le sentiment de comprendre sa propre langue. Et puis, les professeurs seraient certainement plus compétents pour enseigner le latin, finalement, et je pense avec beaucoup d'ailleurs, c'est déjà un petit peu dans les programmes de primaire, que d'enseigner une langue à laquelle ils ne sont pas formés. Et puis une mesure qui me semblerait une mesure symbolique forte, c'est ce que proposait un groupe de réflexion, le groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes, le GRIP, qu'une année, l'année de 6e par exemple, l'enseignement du latin soit obligatoire à l'entrée au collège pour tous les élèves. Tous les élèves. Ça serait une prédémocratisation. Juste une année, avec un horaire, un vrai horaire. Et ensuite, éventuellement, proposer pour ceux qui seraient intéressés de continuer l'option. Ça fait partie des choses qui permettraient vraiment de redynamiser l'enseignement des langues anciennes. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de sanctuariser les langues anciennes dans l'éducation prioritaire, puisqu'on sait que c'est important, on sait que ça porte les élèves, on sait que les élèves latinistes de l'éducation prioritaire réussissent mieux. Sanctuarisons. Je l'avais proposé à Mme Robin, hein. Elle ne m'a jamais répondu. Je lui ai proposé dans une émission de radio, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Robin ?» Elle ne m'a pas répondu. Je n'ai pas eu de réponse. On voit bien que le souci des élèves, il n'est pas là, il n'existe pas. Sanctuariser, ça veut dire en gros, si on est en éducation prioritaire et qu'il y a des élèves qui demandent à faire du latin, on leur permet. On fait tout ce qu'il faut, mais on leur permet. Voilà. Restons pragmatiques, il faut aussi penser à la crise qui est actuellement celle des professeurs, du recrutement des professeurs. Comment on peut faire? Comment on peut inverser? Quand on regarde les schémas, c'est terrifiant. On voit il y a beaucoup moins de candidats, donc des postes non pourvus. L'année dernière, c'est dramatique. J'ai plus le chiffre, 68 admis en 2016. Donc on avait, je ne sais plus combien il y avait de postes mis au pourvoir. Oui, voilà, 70% n'avaient pas été pourvus. Donc comment faire? Parce que ça, on ne va pas inverser la tendance du jour au lendemain, c'est pas possible. Là, ça s'inscrit dans une réflexion plus large sur le métier d'enseignant. Nous, les professeurs de lettres classiques, au fond, nous sommes à la proue de la crise des vocations qui frappe l'éducation nationale. Donc ce n'est pas des mesures qui concerneront les lettres classiques qui pourront nous sauver, il faut donner de l'attractivité au métier d'enseignant en général.
c'est vrai que quand vous vous engagez dans les études de lettres classiques, c'est pour être enseignant. Donc c'est évidemment là où la crise des vocations se voit le plus, évidemment. Hein, donc c'est pour ça qu'on devrait tous s'intéresser à cette question. Et puis, comment faire? Donc concrètement, comment faire? Il y a une option qui existe actuellement dans le CAPES de lettres modernes, c'est l'option latin. Alors comment faire pour que cette option soit choisie par le plus possible de candidats au CAPES? Eh bien, on pourrait accorder un bonus, on pourrait dire, moi c'est une proposition, hein, je n'ai pas de solution, enfin, j'essaie de trouver des idées qui pourraient redynamiser cet enseignement. On pourrait donner un bonus aux professeurs de lettres modernes qui ont une vraie spécialisation du latin, en sachant que cette spécialisation elle gagnerait à être renforcée bien entendu, pour que par exemple ils puissent obtenir un établissement dans lequel l'enseignement du latin est vacant. Voilà, un établissement vacant, il n'y a pas de professeurs qui peuvent faire le latin, vous avez fait une option latin, vous avez un petit bonus pour obtenir cet établissement. Et puis le même bonus pour les professeurs de lettres classiques. Et puis et voir ce qui va se passer, voir si on peut redynamiser ou pas le CAPES de lettres classiques. Étudions, voyons ce que ça donne. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, on peut aussi imaginer de revenir à quelque chose qui était finalement pas aberrant, c'est-à-dire un vrai CAPES de lettres. On a cette dichotomie qui s'est créée assez bizarre entre les lettres modernes et les lettres classiques. Moi j'ai toujours considéré que c'était très important de faire du latin pour être un professeur de français. J'ai jamais imaginé, enfin ça m'a toujours paru étrange qu'on ne le fasse pas. Donc on pourrait imaginer après tout de faire un seul CAPES, pourquoi pas, allons-y, soyons révolutionnaires, mais avec un vrai enseignement. Si jamais le CAPES de lettres classiques n'avait pas à retrouver son dynamisme, un vrai, cette fois non plus une simple option, mais un vrai enseignement du latin, de telle manière qu'on puisse être soi-même l'enseigner, approfondi, et puis une option grecque qui serait dans ce CAPES. Voilà, ce sont des pistes, hein, je ne suis pas en train de révolutionner le monde, etc. J'essaie d'imaginer comment on pourrait concrètement, c'est un petit peu, j'essaie d'être pragmatique, on va dire. Et puis il n'y a pas que ça, ce qu'il faudrait peut-être, c'est aussi repenser la filière L. Voilà. Actuellement, la filière L est en déshérence totale. On pourrait imaginer, ça serait très simple, d'affecter un bonus aux élèves, soit qui sont de la série littéraire, soit qui sont optionnaires de langues anciennes, pour certains cursus universitaires. Après tout, pourquoi pas? C'est exactement ce qui se passe en Allemagne. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de latinistes en Allemagne, parce qu'ils savent que l'enseignement du latin est exigé dans certains cursus universitaires. Et si on voulait vraiment relancer l'attractivité, se dire, faire dire aux élèves que voilà, faire du latin, c'est pas simplement se cultiver, mais c'est aussi d'une certaine manière vous ouvrir des portes, faisons-le. Voilà, c'est des choses qui me semblent très simples. Les concours des écoles commerciales s'ouvrent déjà un petit peu à des élèves qui viennent d'Hippocagne, enfin de Cagnes. Pourquoi on ne généraliserait pas le fait que finalement les écoles de commerce pourraient accueillir davantage d'élèves anciennement latinistes ou anciennement hellénistes? Pourquoi le latin, après tout, ne pourrait pas être un outil qui permettrait d'avoir des profils un peu plus variés, au fond, dans les écoles de commerce? On nous accuse aujourd'hui d'une filière élitiste, ou d'être une discipline élitiste, nous, les langues anciennes. Honnêtement, tout le monde sait aujourd'hui que la discipline la plus élitiste, ce n'est pas les langues anciennes, c'est autre chose. Hein. Aujourd'hui, pour être commercial, il faut savoir faire des dérivés, des intégrales. Hein. Ça paraît un peu bizarre quand même, quand on y réfléchit un petit peu. Voilà, donc j'ai presque fini. Comment faire concrètement? Parce que là, c'est des belles idées. Comment on va faire quand on va sortir d'ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Hein. On essaie de se réunir, on essaie de... Moi, je trouve que la première chose qu'on devrait faire, c'est déjà surmonter nos divisions. Parce que j'observe des divisions. Je vois des gens qui veulent défendre des chapelles, ou des associations, ou des trucs. Il faut que nous soyons tous ensemble. Le ministère, évidemment, s'appuie sur cette division. Nous devons nous unir. Nous devons combattre, non seulement pour les langues anciennes, mais aussi parce qu'il y a derrière les langues anciennes une sorte de relativisme très pernicieux qui s'installe. Hein, j'ai vu ce député dire ils font du latin, de l'église latine, aujourd'hui il faut se servir d'iPad. Ça paraît quand même saisissant qu'on puisse comparer les deux choses. Hein, et ce sont des déclarations authentiques. Ou des gens qui vous disent bon, le code informatique c'est une langue comme une autre. Non! On ne peut pas remplacer le latin par le code informatique. Le code informatique, il sera obsolète dans 10 ans, celui qu'on enseignera aujourd'hui. Et puis, la langue que nous, on enseigne, c'est une mémoire. C'est une mémoire, ça n'a rien à voir avec le code informatique. Donc, je ne dis pas que le code informatique est inintéressant, j'explique l'intérêt du latin. Bon, je crois que j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais... Je vais faire une conclusion très lamentable. Oui, si, j'observe malgré tout... c'est ça qui me donne un petit peu d'espoir. J'observe que dans tous les horizons politiques,
des gens qui font partie des Républicains, des centristes, des gens qui font partie du Parti Socialiste, des gens qui font partie du Parti de gauche. J'entends des gens qui veulent défendre les langues anciennes. Ça me donne l'espoir. On doit... et j'ai oublié le MRC. J'entends des gens qui sentent tous confusément qu'il devrait y avoir un consensus sur cette question. Donc nous devons nous battre pour que ces gens soient de plus en plus audibles. Voilà. Et faire par exemple des langues anciennes, pourquoi pas, une question de l'enseignement des langues anciennes dans la refondation, une question des élections présidentielles à venir. Merci beaucoup. Merci.